Bonjour à tous. Le Collège national de pharmacologie médicale et la Société française de pharmacologie sont heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire pédagogique sur les médicaments ARN. Nous avons la chance d'avoir le professeur Philippe Barthélémy qui a accepté de présenter pour nous une thématique sur laquelle nous avons toujours plein de questions et qui est vraiment ancrée dans l'actualité sur les médicaments ARN. Alors, Philippe Barthélémy est docteur en chimie, il est professeur à l'Université de Bordeaux, dont il a été vice-président. Il dirige un gros laboratoire, le laboratoire ERNA, qui est d'une unité INSERM spécialisée dans l'étude des acides nucléiques. Et il est co-auteur de très nombreuses publications et communications scientifiques dans le domaine. Donc, je voudrais, Philippe, vous remercier vivement pour avoir accepté de nous présenter cette thématique d'intérêt. Mathieu, veux-tu rajouter quelque chose? Non, je tiens à remercier encore Philippe et puis merci pour son aide lorsqu'on a dû travailler sur les ARN et la traduction de ces ARN dans les vaccins avec des protéines alternatives. Voilà, donc merci encore Philippe et merci de nous éclairer. Alors, juste techniquement pour le public, donc vous avez la possibilité de poser des questions au fur et à mesure sur le chat. On ne prendra pas de questions orales pendant l'exposé. Et donc, à la fin de la présentation, l'équipe d'animation, Mathieu Monivard, Vincent Richard et moi, utiliseront les questions pour les poser à notre invité. Philippe, eh bien, la parole est à vous. Merci pour cette introduction. C'est avec plaisir que j'ai accepté de parler aujourd'hui un petit peu de médicaments ARN. C'est vrai que d'être toujours un petit peu dans comment dire, expliquer ce domaine de recherche, de sciences, d'application est vraiment important pour nous à ARNA, hein. Comme vous l'avez dit, c'est un laboratoire dédié à tout ce qui est acide nucléique. ARNA veut dire acide nucléique, régulation naturelle et artificielle, donc composé de plus d'une centaine de chercheurs travaillant sur les aspects de chimie, biologie, biophysique, applications thérapeutiques autour de cette molécule d'ARN, mais également d'ADN. Donc, je vais essayer de revenir sur des fondamentaux. Donc, je vous propose en fait... j'ai un petit problème de diapo. Non, c'est bon. Je propose de regarder cette présentation sous 6 sections. On va avoir un petit contexte initial que vous connaissez très probablement. Retour sur les mécanismes biologiques, comment on peut produire ces molécules d'ARN messager ou les oligonucléotides, parce que je pense que ça rentre en compte également dans l'idée que l'on se fait de l'application thérapeutique quand même. Quelques exemples d'applications thérapeutiques et puis je vous montrerai quelques exemples de recherche au laboratoire. Alors, si on s'intéresse au contexte des acides nucléiques, depuis la découverte il y a plus de 70 ans, en 1953, de la double hélice d'ADN par Watson Crick et Rosalind Franklin, jusqu'au prix Nobel de chimie en 2020 et 2023 de physiologie pour l'ARN vaccinal et cette pseudo-iridine, N-méthylpseudo-iridine qui a fait couler pas mal d'encre. Il y a énormément de travaux de recherche ont été dédiés à ces molécules-là. Ça inclut les aspects de chimie. On voit sur cette frise du temps différentes modifications qui ont été développées dans les années 60. Mais dès les années 70, la possibilité de synthétiser des molécules d'oligonucléotides. Les premiers antisens fin des années 70, début 80. Les découvertes de mécanismes type RNASH. Donc, ça s'est fait en parallèle. Je dirais que les connaissances au niveau de la biologie, mais également de la chimie, fournir les outils pour aller éliciter des activités biologiques sont arrivées en parallèle au fur et à mesure avec fin des années 90, le premier médicament, on va dire, approuvé sur la base d'antisens, découverte de l'ARN interférence dans les débuts des années 2000 et puis dès 2005, les premiers essais cliniques sur les siRN. Donc ça s'est allé assez vite, hein. Puis depuis, on a un bon nombre de médicaments avec quelques exemples ici mentionnés dans les années 2010. Et puis une augmentation, je dirais presque exponentielle de ces médicaments. Alors, si on revient un peu pour ces mécanismes biologiques, pour essayer de bien comprendre comment ça marche, en fait, euh, d'abord, vraiment, un aspect vraiment basique, hein, c'est-à-dire sur l'expression génétique, un retour sur comment ça marche à partir de la double hélice d'ADN. Eh bien, on a cette étape de transcription avec un premier
ARN non mature qui va subir des épissages pour pouvoir fournir l'ARN mature avec sa queue poly-A et puis son 5' UTR qui sera d'une importance capitale, hein, le capping. Cette molécule mature va être exportée dans le cytoplasme où elle va être traduite en protéines. Donc, effectivement, il y a plusieurs étapes et si on détaille ces étapes, à chaque fois, on va pouvoir amener une stratégie, je dirais, d'inhibition ou thérapeutique possible. Par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle des decoys d'oligonucléotides pour aller interférer avec cette étape de transcription, de passage de l'ADN à l'ARN messager. On peut inhiber la traduction, bien sûr, avec des siRN antisens, on va voir ça, mais également utiliser des molécules d'aptamère. On va voir un petit peu de quoi on parle lorsqu'on a ces structures-là. Bon, je ne vais pas aller dans le détail de toutes ces molécules, mais à ce stade-là, mais on va voir un peu comment ça marche. S'agissant de l'ARN messager lui-même en tant que molécule possiblement thérapeutique, hein, celle qui intervient dans les vaccins notamment, il y a deux grandes classes, hein. En fait, on oublie souvent une classe puisque celle que l'on connaît le plus, alors je ne sais pas si vous voyez mon curseur sur l'écran, oui. Celle qu'on utilise et celle qui apparaît dans les vaccins ARN, c'est classiquement l'ARN messager avec sa queue poly-A, sa partie 3' UTR qui n'est pas mentionnée ici, la séquence codante et puis la partie 5' UTR avec la cape. Et ceci rentre après formulation, bien sûr, à l'intérieur des cellules où la machinerie cellulaire, le ribosome, va lire cette séquence et traduire ça en protéines. La seconde famille, je dirais, d'ARN messager, c'est les self-amplifying RNA molecules qui font apparaître dans leur séquence une réplicase et qui sont connues pour être beaucoup plus efficaces en termes de réplication, puisque lorsqu'elles vont rentrer à l'intérieur de la cellule, il va y avoir une étape d'amplification et qui va permettre la traduction de plusieurs, enfin, la production de plusieurs copies et donc une augmentation de la concentration à partir de très peu de molécules in fine. Alors, les deux ont leur avantage et inconvénients, hein, ces deux approches-là. On sait que, par exemple, les SARN ont été plutôt investigués initialement dans les stratégies vaccinales, mais elles posent pas mal de problèmes, notamment sur la taille des ARN qui sont produits, donc avec la complexité que ça induit, et puis également les problématiques d'effets immunogènes non voulus et qui peuvent être problématiques. Donc il y a pas mal de recherches actuellement autour de ces SARN pour pouvoir aller augmenter en fait l'efficacité des stratégies mRNA. On voit sur la slide un exemple en fait de la protéine, enfin de l'ARN messager qui est utilisé pour la vaccination contre la COVID-19 hein, avec les différentes parties, la queue poly-A, le 3' UTR, la séquence codante, le 5' UTR et puis le capping de la structure. On change de catégorie de molécules. Là, on n'utilise pas l'ARN messager comme molécule médicament, mais on va aller cibler l'ARN messager dans une cellule. À gauche, sur ce schéma, ici, on a ce que j'ai décrit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les différentes étapes de l'expression protéine avec la transcription et puis les étapes de traduction. Donc, on peut synthétiser une molécule de type antisens, oligonucléotide antisens. Donc, vous avez un exemple de structure chimique ici avec une orientation 3', 5', qui va être ensuite délivrée à l'intérieur de la cellule pour aller éliciter son activité par appariement avec la séquence complémentaire. Donc, ça donne une spécificité qui est vraiment importante et qui est une des aspects très positifs en fait, de cette stratégie, puisque, en théorie, on va éviter ce qu'on appelle les off-target effects lors du design en fait, de ces molécules. Donc, on va pouvoir jouer avec la chimie et bien sûr, je reviendrai sur cet aspect-là, aller inhiber soit au niveau du noyau, sur des étapes de splicing par exemple, ou aller éliciter l'ARNasage dans le cytoplasme par exemple, ou bloquer stériquement l'ARN messager. Donc, on a également dans cette famille de molécules, les antisens, alors c'est un mot qui apparaît très souvent, c'est pour ça que je l'ai un peu
j'ai fait un petit focus là-dessus, ce qu'on appelle les gapmers. Je reviendrai sur des exemples recherches que l'on a développés au laboratoire. Ce sont des molécules qui vont être flanquées. Alors, c'est des antisens, hein, donc avec une séquence qui va être spécifique de la séquence voulue de l'ARN messager. Mais sur cet oligonucléotide de synthèse, on va avoir des régions flanquantes, ici en vert, qui sont modifiées. On a un exemple de modification ici chimique de prime MOE, donc c'est méthoxyéthyle. Et donc cette modification-là va avoir deux avantages, plusieurs avantages, mais les deux principaux, on va dire, c'est une stabilisation en fait du duplex. Et donc, plus on stabilise le duplex, plus l'effet sera marqué. Donc, ça, c'est la première chose. On modifie un petit peu la lipophilie de la molécule, ce qui permet une meilleure délivrerie. Et puis également, il y a un point essentiel qui est la stabilité vis-à-vis de la dégradation par les enzymes. Donc, on stabilise de plusieurs manières en fait cette molécule. Et donc, on va éliciter grâce à la région centrale de cet ADN, de cet antisense, pardon, qui va être spécifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et former cet hétéroduplex ici au niveau de la région bleue et rouge pour aller éliciter la RNase qui va reconnaître cet hétéroduplex DNA, RNA. On peut avoir les antisens bloqueurs stériques, donc c'est ceux qui sont connus, que l'on voit, qui sont connus dans la maladie de Duchenne, hein, qui sont utilisés comme exon skipping. Donc ils vont venir interagir sur l'ARN messager non mature et aller induire un changement au niveau du splicing et par exemple faire un exon skipping, c'est-à-dire on va enlever ici dans cet exemple-là l'exon 2 et avoir seulement l'exon 1 et l'exon 3, ou induire un exon, inclure un exon. On peut également bloquer la traduction simplement par blocage donc stérique et non pas aller éliciter l'ARNase. Donc là aussi, on va inhiber eh bien, la traduction. Donc pour cela, en fait, il faut une chimie particulière, hein, parce que si on veut seulement avoir un blocage stérique et ne pas induire la RNase, eh bien, il faut éviter d'avoir une chimie qui sera ADN. Donc, on peut jouer avec bon nombre de modifications, on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, on a la catégorie des siARN ou siRNA que l'on voit ici. Donc, dans ce processus, on a un double brin d'ARN qui est très souvent modifié avec voilà, des régions qui sont vraiment particulières dont il faut optimiser durant le design, où on va avoir un brin qui sera antisens, qui est ce brin-là en rouge qui va venir interagir avec l'ARN messager, et puis le sens qui sert de passager qui va être nécessaire pour interagir avec Dicer, ici, dans une première étape. Puis, lors de le passage à risque, vous avez le brin passager qui est éliminé et qui laisse en fait la place pour pouvoir aller interagir spécifiquement avec l'ARN messager et induire le clivage de la bonne séquence. Donc là encore, pour insister sur les aspects de chimie, bien, à chaque fois, on a des modifications qui sont nécessaires pour pouvoir stabiliser ces molécules. Alors, sans trop aller dans le détail, parce qu'on pourrait décliner. Donc, à gauche, ici, vous avez donc les siRN classiques tels que je viens de l'expliquer. On peut avoir également des anti-micro-ARN, puisque la cellule elle-même fait des pré-mi-ARN pour réguler sa propre expression génétique. Et donc, forcément, aller synthétiser des anti-micro-ARN qui vont venir bloquer en fait ce processus de contrôle et permettre à nouveau l'expression d'un gène ou l'inhiber. Et puis, on a la dernière catégorie qui est en train un peu d'émerger, qui est les Small Activating RNA, qui sont donc des SARN aussi, mais pas comme celui qu'on a vu tout à l'heure, et qui vont aller non pas inhiber l'expression d'un gène, mais plutôt l'amplifier, amplifier la traduction. La catégorie des aptamères, alors là, les interactions vont être totalement différentes puisque jusqu'à maintenant, on était sur des interactions qui sont spécifiques, hein, ATCG. Là, on va avoir des
oligonucléotides qui vont être structurés et qui vont être sélectionnés par un procédé qu'on appelle le SELEX, qui met en fait une banque de molécules vis-à-vis d'une cible potentielle. Et par ce processus SELEX, on va pouvoir sélectionner les bonnes structures d'aptamère qui interagissent spécifiquement avec la molécule d'intérêt, le biomarqueur d'intérêt, le récepteur d'intérêt. Donc là, ici, vous avez un exemple d'aptamère qui a été développé, qui est un médicament, hein, le Pecatintali, ici, avec les différentes modifications qui sont nécessaires pour pouvoir avoir une stabilité et permettre l'effet thérapeutique. Donc, il y a de nombreux mécanismes possibles avec de nombreuses applications dans le cardiovasculaire, en oncologie. Donc, je ne vais pas détailler tout ça, mais on pourrait encore aller. Par exemple, je n'ai pas parlé des DNazymes ou des RNazymes qui sont également des molécules, mais qui vont aller dégrader la séquence cible par eux-mêmes. Donc, il y a énormément de possibilités pour pouvoir aller travailler et cibler l'ARN. Comment on peut fabriquer ces ARN messagers? Bon, bioproduction rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ARN messagers sont construits à partir d'ADN plasmidique qui vont coder. Et la transcription va se faire via la RNA polymérase, pardon, dont le schéma est ici, et qui va permettre donc la synthèse in vitro de notre ARN messager à partir de nucléotides triphosphate. Donc, on peut insérer lors de cette synthèse des nucléotides triphosphates modifiés, bien que ça soit encore assez limité. Et le plus connu, bien sûr, de ces nucléotides modifiés, c'est la N-méthylpseudouridine, dont on voit ici la structure, et qui va être insérée. Donc, on voit ici ce qui se passe au sein de l'enzyme avec l'attaque de l'hydroxyle en 3' qui vient faire le lien phosphodiester avec la partie 5' de la N-méthylpseudouridine. Donc, une fois qu'on a synthétisé ici cet ARN messager, vous avez des étapes de purification. Et puis, il y a cette étape de capping qui est vraiment essentielle puisque elle va être déterminante pour la stabilité, mais aussi pour la traduction derrière. Donc, c'est une étape clé qui est souvent, qui peut poser certains problèmes. Et puis, in fine, il y a la formulation lipidique qui sera nécessaire pour pouvoir transporter ces molécules médicaments. Un exemple que vous connaissez très certainement, pour vous donner un peu une idée de la taille de cette structure-là, c'est l'ARN messager élicitant la vaccination contre la COVID-19 avec, une fois de plus, ces 3 régions. Mais on voit en fait la taille de ces régions qui sont utilisées. Donc, c'est assez gros, effectivement, et il convient de le noter. Pour la chimie des oligonucléotides. Donc ça va être utilisé. Donc, pour résumer, pour l'ARN messager, on a fait de la bioproduction. Et pour l'instant, vu la taille des molécules, on n'est pas en capacité de pouvoir faire de synthèse chimique de ces molécules d'ARN messager. Par contre, pour les oligonucléotides, la chimie permet en fait de produire et de manière bien contrôlée. Je n'irai pas dans le détail de ces synthèses chimiques, mais on utilise partout dans le monde une chimie qui est connue sur le nom de la chimie au phosphoramidite, qui met à profit le phosphore 3 ici. Et ce qu'il convient de noter, c'est que au cours de cette synthèse faite sur phase support, on va contrôler chaque nucléotide inséré à chaque étape. Donc, ça, c'est vraiment important dans la fiabilité des molécules qui sont synthétisées. Ça amène aussi la possibilité d'insérer, comme on le souhaite, les modifications que l'on veut mettre dans nos séquences. Donc, ça offre plus de possibilités finalement que ce que l'on a vu pour l'ARN messager, où on est limité dans le cas de l'ARN messager par le nucléotide qui va être substrat de l'enzyme. Donc, là encore, pas pour aller dans le détail, mais il existe de nombreuses modifications chimiques et le choix par rapport à la séquence va être déterminante puisque suivant la chimie, vous allez pouvoir moduler le mécanisme d'action de vos oligonucléotides ou siRN. Vous pouvez avoir
des modifications qui vont induire seulement un blocage stérique, d'autres qui seront également propices à l'activation de l'ARNASH et d'autres qui seront dédiées plutôt à tout ce qui est SI-ARN. Donc, ces modifications peuvent être sur le squelette, proprement parlé. On voit ici la plus connue de ces modifications, c'est les phosphorothioates qui permettent d'augmenter le temps de demi-vie après administration de manière très importante par rapport au phosphodiester. C'est la modification la plus connue, la plus utilisée dans les applications médicaments à l'heure actuelle. Mais il en existe d'autres, par exemple les boranophosphonates ou les phosphonates, etc. Donc, il existe de nombreuses modifications du squelette, mais également des sucres. Également des sucres. Ici, on voit la modification de prime MOE dont j'ai parlé tout à l'heure pour les GAP-mères, mais on peut avoir les 2' fluoro, etc., etc. Donc ça, on va faire ces modifications pour moduler le mécanisme d'action, moduler la stabilité chimique et enzymatique, mais également parfois pour des aspects de délivrance, de biodélivrance. Le principal écueil de ces structures, c'est bien entendu l'internalisation dans les cellules. On est souvent en présence d'un polyanion qui va avoir du mal à passer les bicouches lipidiques. Donc, il va falloir avoir des stratégies pour cette délivrance. Alors, la première qui est bien connue et qui est utilisée aussi pour les ARN messagers, c'est les nanoparticules lipidiques, hein, où on voit sur cette slide plusieurs options de lipides utilisés dans ces formulations. Donc, on verra, on notera qu'il s'agit souvent de lipides avec des amines tertiaires qui possèdent le bon pKa pour pouvoir aller transporter convenablement l'acide nucléique, l'ARN messager ou un siRN ou un antisens est délivré de manière intracellulaire grâce à ces fonctions. Donc là, il y a un fine-tuning en fait de ces formulations pour pouvoir avoir la stabilité et les capacités de délivrer. Donc, ce sont des formulations qui mettent en place ces lipides cationiques. Et là, vous avez un exemple, Onpatro, c'est un médicament qui est utilisé pour la délivrance de SI-ARN. Une autre stratégie existe, qui est celle, à côté de la formulation, d'aller faire des bioconjugués. Alors, elle est pour l'instant réservée aux petites molécules d'oligonucléotides ou SI-ARN. Et là, vous avez plusieurs options possibles. La plus connue d'entre elles est celle sur les GalNAc, et je vous montrerai deux exemples utilisant cette stratégie-là. Mais on peut imaginer d'utiliser également des aptamères qui peuvent être intéressants du point de vue du targeting, du ciblage, hein, puisqu'on aura fait au préalable, par exemple, un Celex vis-à-vis d'un récepteur donné et puis utiliser cet aptamère pour le ciblage. On peut utiliser des anticorps et puis il y a toutes ces stratégies dites lipidiques dont celle que l'on utilise nous au laboratoire qui est marquée d'une flèche ici et qui vont permettre une délivrance de ces structures. J'y reviendrai dans un petit moment. Alors, quelques exemples d'applications. Voilà, sur cette slide, tiré d'une revue publiée très très récemment, on voit que l'on peut administrer de différentes manières en fait ces oligonucléotides. Ça peut être intravitréal, ça peut être en sous-cutané. On va voir que cette partie-là occupe une grande partie en fait des administrations. Ça peut être de l'intramusculaire, de l'intraveineux, de l'intratécal aussi, hein, puisqu'il y a pas mal de molécules qui sont pour les maladies dégénératives utilisées en intratécal. Et comme vous pouvez le voir, il y a différents organes, différents tissus, différentes maladies, comme les maladies dégénératives, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, maladies de l'intestin, des reins, etc., etc. Donc, les champs d'investigation sont quand même assez importants. Alors, dans cette étude réalisée en 2022 sur les utilisations de ces approches thérapeutiques, si on regarde au niveau des types d'oligonucléotides qui sont utilisés, je ne sais pas si vous voyez assez bien sur votre diaporama, sur votre ordinateur, mais une large proportion est constituée par les antisens. On a également une partie sur les siRN, et puis tout le reste, vous voyez, c'est
voilà, des micro-ARN, des micro-ARN inhibiteurs, des SARN. Voilà, ça c'est en cours d'évolution, bien entendu, mais on voit que les antisens sont quand même prépondérants dans les applications ou les essais cliniques. Le mode d'action, souvent en fait une inhibition de l'expression génétique, un peu de splicing. Pour les tissus qui sont ciblés, on voit en fait le foie. Alors ça, c'est typiquement en fait une facilité en fait de ces souvent utilisé. Le CNS également. Voilà. Donc, on voit plusieurs tissus qui peuvent être ciblés. Et les routes d'administration, les voies d'administration, comme je le disais, hein, souvent du sous-cutané ou intraveineux ou intratécal. Et puis, large représentation des aires thérapeutiques, hein. Pratiquement toutes les aires thérapeutiques sont possibles avec ces stratégies ciblant l'ARN. Bon, quelques exemples de médicaments, hein, plus d'une quinzaine, voire peut-être une vingtaine maintenant sur le marché, dont les ARN messagers, pas mal de SIRN, dans le maladie de Duchenne, des SSO, splicing oligonucléotides. Deux exemples de modes d'action, alors que j'ai choisi au hasard, hein, voilà, donc l'inclisiran pour un SIRN et le pélacarsen pour comme antisens utilisé. Alors si on regarde, je ne vais pas revenir peut-être sur le détail là, mais juste quelques points pour peut-être insister. Donc les antisens, c'est à peu près une vingtaine de nucléotides, c'est souvent entre 15 et 20 nucléotides, voire 25. Tandis que les SIRN sont un peu plus gros, puisqu'on a le double brin, puisqu'on a le sens et l'antisens dans les SIRN. Ce qu'il faut noter, c'est que, et je l'ai déjà dit, c'est la spécificité des antisens, puisque dans le design, on fait attention à éviter les off-target. Donc ça, c'est vraiment important. Et le point un petit peu négatif pour les SIRN, c'est que quand on va faire le design, il faudra vraiment faire attention sur les potentiels effets off-target du brin sens, hein, puisque lui, il est libéré et donc il peut lui aussi avoir une action derrière, donc à regarder de près. Voilà, bon, là je vais passer celle-là. Donc, j'ai dit, j'ai pris ces exemples de ces deux médicaments qui vont cibler respectivement la PCSK9 et puis la POA. Donc, alors, comment ça marche la PCSK9? Alors, on sait, bon, je pense que vous devez connaître, mais très rapidement, donc, en fait, les récepteurs ou LDL vont interagir avec la PCSK9 et les LDL, être internalisés et être détruits dans la cellule, ce qui va induire une diminution du nombre de récepteurs au LDL en surface, du moins en densité. Donc, les stratégies actuelles visent à inhiber, enfin interagir avec la PCSK9, ce qui va inhiber en fait la destruction, hein, de manière indirecte du récepteur au LDL et donc augmenter la répartition en surface des récepteurs au LDL et donc une meilleure captation des LDL. Donc l'idée, on peut aller avec l'inclisiran diminuer l'expression de cette protéine, donc diminution de la PCSK9. Alors ça marche très bien, puisque là, vous avez la structure de l'inclisiran. Vous voyez un petit peu, le diable est dans les détails, hein, mais on a donc un brin sens, 3', 5', c'est celui qui va être modifié pour porter la structure GalNAc du côté 3'. Et donc, celui-là va être expulsé à un moment donné. Donc, le linker aussi qui est utilisé pour pouvoir mettre ce GalNAc va être d'une importance capitale. Également, les modifications à la fois sur le brin sens, mais sur le brin anti-sens. Donc, avec des positions marquées qui vont être vraiment importantes, avec un cahier des charges qui est assez lourd. Et puis, toujours cet aspect de attention aux effets off-target du brin sens, donc à anticiper. Alors, comment ça marche en réalité? Eh bien, on va bénéficier des récepteurs aux Asia-glycoprotéines en surface des cellules du foie ici et une captation, une interaction spécifique avec nos molécules GalNAc, hein, qui bénéficient aussi de cet effet cluster puisqu'on a 3 unités GalNAc sur la structure.
internalisation via les clatrines et puis libération dans l'endosome. On clive cette partie GalNAc qui est détruite et recyclage du récepteur en surface, libération dans le cytoplasme du siRN et on va avoir ensuite bien, son activité, sa partie pharmacodynamique, je dirais, où il va interagir avec la protéine risque, libération du brin passager et puis interaction spécifique avec l'ARN messager codant pour PSK9, destruction de cette partie-là. Donc là, on voit en fait le processus. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que on arrête de traiter, on retourne en arrière. C'est ce qu'il y a également de très attractif pour ces approches thérapeutiques ciblant l'ARN, c'est que ce n'est pas du définitif. Voilà, on peut toujours arriver à retourner en arrière. Deuxième exemple, donc là c'est un exemple antisens qui cible l'APOA, qui est connu en fait pour les problématiques de dépôt plaques d'athérome. Et donc l'idée, c'est là encore, c'est d'inhiber l'expression de cette protéine. Et donc ce qui a été choisi dans le cadre du pélacarsen, c'est de faire un antisens pélacarsen qui va lui porter directement la partie GalNAc et qui va, de la même manière que le siRN précédent, venir interagir avec les clatrines, être internalisé, destruction de notre partie GalNAc, recyclage des récepteurs, et puis dans ce cas-là, l'antisens va éliciter les RNASH et détruire, donc diminuer l'expression via ce mécanisme biologique. Donc, dans le domaine cardiovasculaire, on a pas mal d'exemples. Et ce que je voulais dire au travers de cette slide, sans faire de publicité, bien entendu, c'est que les sociétés pharmaceutiques sont très actives, en fait, et, ce qui montre en fait le dynamisme aussi du domaine. Alors, je vais prendre quelques minutes, si vous me permettez, si je ne suis pas trop long, sur quelques exemples en recherche. Bon, je ne sais pas si ça peut intéresser cet auditoire, mais quelques exemples que l'on développe au laboratoire. On est surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, intéressé par des modifications lipidiques et une modification un peu particulière nucléolipidique que l'on va pouvoir positionner, comme le montre cette structure moléculaire ici, en position 5'. Donc, on a 5', 5' ici, et on lie notre oligonucléotide via des liaisons phosphorothioates. Donc, cette molécule fait partie des bioconjugués. Et donc, c'est une molécule en elle-même, mais la propriété physico-chimique de cette molécule, c'est qu'elle s'auto-associe pour former des systèmes micellaires. Et ces systèmes micellaires, dont on a caractérisé pleinement la structure, donc forment des nanoparticules aux alentours entre 10 et 20 nanomètres en fonction des séquences, va pouvoir être auto-internalisé sans utiliser de formulation lipidique. Donc, on est typiquement devant un New Chemical Entity, c'est-à-dire une entité NCE, une molécule, un médicament qui s'auto-assemble, forme sa nanoparticule pour s'auto-délivrer, en fait, quelque part, et être internalisé. On a utilisé, grâce au support de l'INSERM Transfer, on a ciblé plusieurs possibilités thérapeutiques dans le domaine du cancer, de la résistance aux antibiotiques, douleurs, allergies. Je vais donner 3 exemples sur lesquels on a travaillé et on travaille encore. Premier, c'est dans le domaine du cancer, avec le cancer de la prostate, en collaboration avec le docteur Palmarocchi au CRCM à Marseille, qui est une experte du cancer de la prostate. Alors, elle avait déterminé qu'une des protéines qu'on appelle la TCTP, pour Translationally Controlled Tumor Protein, est surexprimée dans le cas de cancer résistant aux chimiothérapies. Cette TCTP donc, pouvait être une cible assez intéressante pour aller restaurer en fait, ces chimiosensibilités, voire même tuer ces cellules résistantes. Donc, on a pu démontrer, là ici sur ce gel, que 100 nanomolaires de notre molécule, sans agent de transfection, permettait in vitro d'inhiber totalement l'expression de cette TCTP. Et bien sûr, on a démontré in vivo qu'on inhibait la croissance tumorale chez l'animal, donc par simple injection. On a également essayé de regarder si cette stratégie lipidique était également envisageable dans les cellules prokaryotes, puisque là, tous les exemples qu'on a vus sont dans les cellules eucaryotes. Et on s'est dit, peut-être qu'on peut aller cibler
un mécanisme connu de résistance qui est l'expression de la bêta-lactamase. Ici, en haut à droite de cette slide, vous avez un bêta-lactame, en fait, la ceftriaxone, qui présente ce cycle bêta-lactame. Et vous savez que lorsque la cellule exprime de la bêta-lactamase, elle va activer ce cycle-là donc plus de possibilités d'action puisque c'est un agent d'acylation qui va venir interagir avec les sites actifs des transpeptidases nécessaires aux bactéries. Donc l'idée, c'est de se dire, on va inhiber l'expression de la bêta-lactamase et donc éviter en fait ce clivage du bêta-lactame et restaurer une certaine sensibilité. C'est ce qui a été fait dans cette publication en collaboration avec Tina Kos et Corinne Arpin à Bordeaux. On a pu valider qu'on diminuait les concentrations minimales inhibitrices, les MIC ici, avec nos lipides oligonucléotides. On a démontré également qu'ils rentraient dans les cellules. Donc, possibilité d'utiliser également ces molécules dans le domaine de la résistance antibiotique. On travaille également sur des molécules actuellement capables d'aller directement tuer les bactéries. Donc, c'est une autre stratégie, mais ça, on pourra en parler pendant longtemps, peut-être au cours d'une autre présentation. Là, un aspect ou un domaine thérapeutique que l'on n'attendait pas pour ces molécules-là, que l'on a travaillé en collaboration avec Stéphanie Venteo et Patrick Carole à Montpellier, c'est le traitement de la douleur. Donc, cette équipe-là, on travaille sur la douleur depuis pas mal d'années. Et il existe trois types de douleurs, neuropathiques, nociceptiques, dysfonctionnelles. Et ils ont démontré, avec d'autres équipes dans le monde, qu'une protéine, un récepteur, FXYD2, peut être est un marqueur connu, en fait, et impliqué dans le mécanisme de la douleur, hein, donc qui est au niveau des ganglions spinales, ici, on retrouve sur ce schéma. Donc, ils ont démontré que si on diminue cette protéine, ça entraîne une réduction drastique en fait, de la douleur chez l'animal, chez la souris. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a fait le design d'antisens, de lipides antisens. Donc, sur cette slide, on montre que in vitro, dans les cellules, seuls les lipides antisens sont capables d'inhiber l'expression de FXYD2, alors que les antisens eux-mêmes ou les séquences dites scramble, qui sont des contrôles, sont incapables d'inhiber cette expression. Et puis, on l'a également démontré in vivo dans les DRG ici, donc ce qui montre que après injection intratécale, on peut avoir cet effet d'inhibition de l'expression de FXYD2. On a ensuite, c'est ce qui a été fait dans leur laboratoire avec un modèle test de Randall, mais plusieurs tests ont été utilisés chez l'animal, chez le rat. Donc ce graphe, sans aller dans trop de détails, on a la pression exercée sur la patte qui est en fait corrélée avec la douleur que peut avoir l'animal. Donc ici, on a à ce stade-là la douleur et à ce stade-là, on a l'état sans douleur. Donc ce que l'on voit sur ces courbes, c'est qu'après avoir induit la douleur chez l'animal, on va avoir une non-action pour les antisens qui sont contrôle, ceux qui n'ont pas la séquence spécifique pour inhiber la FXYD2, ou pour les antisens, ça n'apparaît pas sur le graphe ici, mais si on n'a pas de modification lipidique, il n'y a aucune activité. En revanche, après des injections quotidiennes, ici, eh bien, on voit qu'on arrive à remonter à un niveau sans douleur. Si je stoppe les injections, eh bien, je vais redescendre au niveau, on va dire, douleur. Voilà, donc ce qui démontre en fait ici que les lipides antisens sont capables d'inhiber en fait la douleur. Si on compare avec le ziconotide, qui est une molécule qui est extrêmement puissante pour inhiber la douleur et qui est utilisée en dernier recours chez les patients, qui est 1000 fois plus puissante que la morphine, eh bien, on est à l'échelle d'une inhibition de la douleur que d'heure en heure. Donc, ce qui vous montre quand même l'efficacité de cette stratégie par rapport à ce qui se fait aux meilleurs antidouleurs qui existent actuellement en clinique. On est allé plus loin, et on a encore modifié, c'est juste pour mettre en avant un petit peu la chimie.
que en passant en chimie Gabmer, toujours avec nos entités lipidiques, sans trop aller dans le détail, on arrive à permettre d'avoir une action sur 8 jours, voire 10 jours, après une seule injection. Donc, ce qui veut dire qu'on stabilise la molécule grandement et on a un effet antidouleur, on va dire à long terme, hein, puisqu'on peut maintenir cet effet-là sur plusieurs jours. Donc, en résumé, donc, ces lipides antisens que l'on a au laboratoire sont assez intéressants puisqu'ils permettent une autodélivrance. Ils peuvent être vus pour le développement pharmaceutique comme des New Chemical Entities, ce que j'ai mentionné. Je n'ai pas présenté, mais ils peuvent être utilisés en nanoformulation, en co-delivery avec d'autres molécules actives, des petites molécules. Donc, on peut à la fois, par exemple, restaurer la sensibilité, par exemple, à une chimiothérapie et mettre un agent de chimiothérapie avec. Donc, un double effet, si vous voulez. On a des matériaux qui sont, voilà, qui peuvent être responsifs. Et puis, on a ces aspects dont j'ai parlé initialement dans l'introduction. On peut aller travailler avec des G4 qui sont connus pour aller contrôler les étapes de transcription. Et donc, on travaille beaucoup sur ces aspects-là, mais je ne l'ai pas présenté là aujourd'hui. Donc, en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu sur ces thérapies ARN, hein. Ce sont des plateformes, à mon avis, peut-être révolutionnaires, formidables en tout cas pour la découverte de nouveaux médicaments. Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'il y a pas mal de cibles, pas mal de protéines qui peuvent être difficilement adressables avec des stratégies usuelles à partir de petites molécules, à partir d'anticorps, à partir de peptides, etc. Et donc là, on peut cibler pratiquement toutes, et de manière spécifique, toutes cibles. Elles peuvent être, parmi les points d'intérêt, c'est qu'on peut concevoir, donc on a une approche vraiment rationnelle dans le design de ces structures, hein. On peut maîtriser assez bien ces aspects-là. Il y a une sélectivité élevée, hein, donc ça c'est vraiment important. On est vraiment spécifique. On peut cibler différentes maladies. Et puis, on a ces aspects de bioconjugaison qui sont assez intéressants du point de vue des oligonucléotides. Alors, les challenges, bien sûr, hein, c'est un monde qui est en évolution. Donc, il y a des optimisations. Alors, si on s'intéresse à l'ARN messager, bien sûr, il y a pas mal d'optimisations à faire, notamment sur les parties, le capping 5' UTR, 3' UTR, avec voilà, des, des, des points au niveau de ces séquences. Les ORF aussi, Open Reading Frame, qui sont à bien regarder. Donc, on a eu cet article paru en janvier 2024 sur ce qu'induisait la L-méthyluridine, pseudo-uridine, dans la fiabilité voilà. Donc ça, c'est à regarder de près. Il y a les modifications chimiques de l'ARN messager. Donc là aussi, il y a pas mal de choses qui sont en cours avec les aspects de safety, toxicité, d'immunogénicité. Euh, un des grands challenges du domaine, c'est la délivrance, la biodélivrance de ces molécules, l'efficacité de délivrer, que ce soit pour l'ARN messager ou les plus petites molécules, hein, type oligonucléotides antisense ou siRN. Là, il y a énormément de travaux en cours sur la stabilité des LNP, voilà, l'efficacité de délivrance, être spécifique de certains tissus. Ça, c'est vraiment j'allais dire, l'activité du domaine en ce moment. Parmi les perspectives, voilà, donc dans ces systèmes de biodélivrance, comme je le disais, biodistribution, biodisponibilité, tissus spécifiques. Il y a un point aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est la médecine personnalisée. Donc, on peut imaginer, en connaissant l'ARN messager d'un patient, aller modifier l'antisense. Ou voilà, on peut également changer les séquences des ARN messagers pour la vaccination en fonction de l'évolution. Vous connaissez ces aspects-là. On peut avoir aussi des approches thérapeutiques multiplexées, plusieurs oligonucléotides ensemble, avec plusieurs cibles pour augmenter l'efficacité dans le cas du cancer, par exemple. Et puis, un domaine qui est en émergence aussi, c'est l'intelligence artificielle est en train d'arriver pour pouvoir nous aider sur la sélection des séquences, notamment sur les effets off-target à éviter, bien entendu. Voilà, je m'arrêterai là pour la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Merci pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si je le peux. Merci beaucoup, Philippe, pour ce sujet absolument passionnant. Donc là, nous avons une petite dizaine de minutes pour des questions. Mathieu, Non, oui, merci beaucoup. Et si tu peux arrêter le partage, comme ça on se verra un petit peu mieux. Voilà. Il y a une question de Laurent Monassier dans le chat, qui d'ailleurs était celle que je voulais poser, donc ça tombe bien. Tu veux que je peux la poser? Vous voulez que je la pose là? oui. Laurent nous demande quels sont les facteurs clés sur l'ARN modifié lui-même pour obtenir une longue durée d'action. On arrive à des schémas à 2 injections par an actuellement. Effectivement, on a vu par exemple récemment un papier dans l'hypertension où on mettait un siRNA tous les 6 mois avec une longue durée d'action. Donc voilà, comment est-ce qu'on modifie l'ARN pour obtenir une telle longue durée d'action? Alors, là, on est sur les SIRN. On n'est pas sur l'ARN messager. C'est ça la question? Oui. C'est pas les mêmes choses en fait. Oui, Ouais. Alors, juste, les SIRN, c'est dans la chimie elle-même. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on met des 2' fluoro, par exemple, qui vont vraiment augmenter la stabilité des molécules. Et donc, effectivement, on peut avoir des effets à plusieurs mois. Après, la formulation aussi améliore encore plus cette stabilité. Pour l'ARN messager, on est surtout sur le capping et les nucléotides modifiés qui sont mis dans les séquences. La plus connue, c'est la L-méthyle pseudouridine. Et il y a d'autres modifications qui sont envisagées. Le pourcentage de GC aussi, qui va être important aussi. Et puis, euh, il y a cette encapsulation hein, qui est vraiment déterminante derrière pour la fabrication des LNP. Donc, il y a les grands acteurs du domaine en fait, des LNP travaillent beaucoup sur comment stabiliser en fait, ces structures-là. Hein. Donc, ça, c'est les nouveaux lipides qui vont être utilisés, etc., etc. D'accord, donc, Philippe, donc ça signifie qu'en fait, effectivement, on a une multiplicité d'approches possibles chimiques. Oui. Mais pour rebondir sur la question de Laurent, ça signifie que pour les siRNA, en fonction de la chimie du siRNA, on va avoir une demi... C'est bien le produit qui pourra être présent dans l'organisme et être dégradé extrêmement lentement. Oui, tout à fait. D'accord. Ce que j'ai. on a une question, effectivement, si j'enchaîne là-dessus, de Marie-Laure Laroche sur qui demande d'avoir quelques notions sur la dégradation de ces produits. Alors, je ne sais pas quel produit quel produit parle Marie-Laure ou de façon globale par rapport à tout ce que vous avez dit, mais effectivement, c'est plutôt les mécanismes d'inactivation, de dégradation qui se posent, et en particulier sur ce qui est, une fois qu'ils sont internalisés, comme vous l'avez évoqué. Vous voulez dire le métabolisme en fait de ces molécules? Je pense que c'est ce que veut dire Marie-Laure, oui. Oui. Alors, j'avoue que sur le métabolisme, à proprement parler des nucléotides modifiés, sur les 2' fluoro, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de littérature en fait là-dessus. Donc, euh, alors, voilà, là encore, ça va dépendre de la modification, hein, mais c'est pas quelque chose qui est très fourni en littérature, pour être franc avec vous. Sur les parties de molécules qui sont non modifiées, c'est-à-dire le nucléoside à proprement parler, là, c'est naturel, hein, je dirais. Mais effectivement, on pourrait avoir des effets euh, voilà, qui pourraient être néfastes de toxicité sur la voie d'excrétion, hein, sur la voie de métabolisation. Ouais. Et Philippe, parce que pour aller encore plus loin, je pense que c'était aussi également la question de Marie-Laure Laroche. Euh, pour, par exemple, les ARN double brin et les siRNA, quels sont les mécanismes principaux de dégradation de ces molécules et à quel site, dans quel organe? Alors, si on regarde, ah oui, d'accord, je comprends votre question. C'est-à-dire que après injection IV, alors ça va dépendre aussi du type d'administration, mais bon, prenons l'administration IV, donc ils vont être excrétés par les reins. Hein. Donc, c'est là que ça va se passer. Euh, les mécanismes de dégradation, une fois de plus, et moi je connais pas trop d'aspects de ce côté-là, de publications sur la dégradation des ARN modifiés
spécifiquement par rapport à ces modifications-là. Voilà. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question. Alors, si on continue, Jean-Luc Failly demande quelles sont les caractéristiques des effets off-target. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce qui est connu sur ces effets off-target que vous avez évoqués à plusieurs reprises? Alors, les effets off-target, ça va être voilà, un appariement avec une autre séquence d'un autre gène et qui va induire un effet non voulu. Quand on fait voilà, la sélection des séquences, il y a une étape où on va regarder si effectivement on a des risques dans le génome humain d'aller toucher autre part. Après, certaines modifications, parce qu'on augmente énormément l'affinité, ça peut se faire au détriment de la sélectivité. Et donc, on peut avoir des effets off-target provenant de ces effets non spécifiques dus à, voilà, même avec des mismatchs, ce qu'on appelle des mismatchs, on peut quand même avoir voilà, un effet sur un gène en particulier qui n'était pas voulu. Donc ça, c'est à regarder effectivement vraiment de manière précise. Si vous avez des molécules à regarder voilà, dans des dossiers à valider, c'est vraiment cet item d'effet off-target, il est vraiment important. D'accord, oui, Sur parce que ça rejoint les questions d'Isabelle Lacroix et puis je pense de Marie-Noëlle Beyens sur finalement on va être beaucoup intéressé au risque potentiel iatrogène de ces molécules. Alors, bien évidemment, les molécules sont extrêmement différentes et pour celles qui ont des demi-vies prolongées en particulier, euh, est-ce que plus la séquence d'ARN est longue, plus la probabilité de liaison spécifique est importante ou est-ce que c'est une vue d'esprit? En gros, est-ce que les siRNA ont moins de probabilité d'effet off-target que les oligonucléotides antisense, par exemple? Alors, ils ont plus d'effets off-target possibles, puisqu'en fait, ils ont deux séquences Oui, du dans le. fait de votre brin, d'accord. Voilà. Par contre, plus on augmente la longueur, plus on va être spécifique en général. Mais en même temps, souvent, ce qu'on essaie, c'est pour des propriétés physico-chimiques, c'est de diminuer la longueur. Donc, il y a vraiment une balance à avoir entre les deux. Et puis, suivant, alors je n'ai pas parlé de ces modifications, mais il existe une modification qu'on appelle LNA, Locked Nucleic Acid, qui permet en fait d'augmenter la stabilité du duplex de manière énorme. Donc, du coup, ce que font les gens, c'est qu'ils diminuent la longueur de la séquence, mais en gardant la même affinité. Et ça se fait au détriment en fait de la spécificité. Et c'est là où on a des risques d'effet off-target. D'accord. J'ai une question, moi, sur bon, les méthyluridines, on avait déjà parlé, hein, Oui. la problématique d'erreurs de lecture qui peuvent se passer parce qu'il y a une base, un nucléotide qui peut être sauté, et à ce moment-là, on fait une protéine décalée, donc ce n'est pas la même protéine. Est-ce qu'on pouvait se passer de ces méthyluridines quand on met dans une nanoparticule lipidique euh, Oui, parce qu'il me des semble. ARN messagers Visiblement, sans ah, elle, qui elle peut augmente quand des effets même. indésirables? Oui, on Il a cet effet indésirable, mais c'est ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez stable. Sinon voilà, on va avoir une dégradation assez rapide. Les méthyles pseudo-uridines permettent aussi une structuration. On ne sait pas trop en fait hein, comment ça fonctionne, mais la structuration de l'ARN messager va le protéger finalement des dégradations des enzymes. Pour ça que on peut avoir par exemple aussi dans le design un rapport GC qui va être plus important. Vous savez que plus vous avez de GC, plus votre molécule d'ARN a des chances d'être structurée. Donc, ça peut être intéressant pour pouvoir protéger. Mais après, une fois que structurée, il faut aussi arriver à la déstructurer pour pouvoir aller avoir l'effet. Donc, voilà, c'est une balance. Et d'ailleurs, si je reviens aux oligonucléotides antisense, on va aller cibler des régions de l'ARN dont on sait qu'elles sont pauvres en GC. Parce que si elles sont riches en GC, elles ne vont pas être atteignables. Voilà. Donc, ça fait partie aussi des critères de sélection de ces séquences. Et concernant C'est- vos c'est- latéraux, pardon, excuse-moi, Ben, concernant j'ai encore vos des latéraux, il questions n'y a dans le pas de... chat, comme tu ouais. veux.
Juste Euh, sur le lasso, est-ce que ça risque pas d'être dégradé parce que c'est pas protégé en fait vos lassos, ils sont fixés les uns avec les autres, mais Oui, ils peuvent être dégradés, mais il y a cette modification phosphorothioate qui est connue pour augmenter le temps de demi-vie, puisque vous voyez, sur le cas de, bon, c'est une injection intrathécale dans le cas de la douleur, on arrive à avoir des effets quand même sur plusieurs jours. Donc ça montre qu'il y a quand même une certaine stabilité. alors j'ai 3 questions dans le chat et il nous reste 4 minutes, donc on va essayer de faire vite, hein. Donc Laurent Menassier, excusez-moi, je remonte parce que Laurent Menassier pose une question sur quelle base fait-on les calculs de dose? Parce qu'effectivement, c'est bien faire sur nos petites molécules, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec ces approches ARN. Alors, les doses sur l'ARN messager, vous voulez dire? oui. Alors, j'avoue que je ne suis pas très compétent sur les doses ARN messager chez l'homme, hein. Là, j'avoue, c'est une limite de mes compétences. Mhm. Euh, alors, par contre, ces doses-là, effectivement, elles vont être à regarder précisément, enfin, si j'ai un avis à donner, parce que vous pouvez avoir ces effets. Alors, on met de la N-méthylpseudouridine, on met également des G méthylés, mais on peut avoir donc ces effets immunogènes derrière. Et donc, la dose va être vraiment importante. C'est pour ça que les SAARN, ARN messagers qui sont self-amplifying RNA, où on pourrait vraiment diminuer les doses, sont particulièrement attractifs. Voilà. Mhm. Donc, il y a pas mal de recherches là-dessus, euh, voilà, qui pourraient être assez intéressantes. Alors, une question de Lionel qui nous demande si on a un risque de résistance de l'organisme à long terme pour ces molécules, par exemple, via une dégradation accrue. Je ne sais pas si on a assez de recul pour répondre à cette question. Je pense qu'on ne peut pas répondre encore à l'heure actuelle à cette question. On n'a pas effectivement de recul assez important pour voir les mécanismes de résistance. Mais bon, a priori, ça devrait arriver très Ouais. certainement. Donc Stéphanie Chun, vous venez de l'aborder rapidement, mais on va y revenir. Nous parle de l'immunogénicité, hein, et donc en particulier du risque de relargage cytokinique avec Ouais. une stimulation du système immunitaire. Et donc, est-ce qu'on a des risques d'échappement? Est-ce que c'est minimisé par rapport aux anticorps monoclonaux? Voilà. Ça, vous l'avez déjà un peu évoqué rapidement. Et alors, une dernière question, si on n'a plus d'intervention par rapport à ça. Antoine Coquerel nous demande si on peut marquer les nucléotides pour faire de l'imagerie in vivo. Ah oui. Ça, c'est une vraie question. Donc, il y a ces aspects voilà, de PETA et de regarder la biodistribution in vivo. Il y a chez l'animal, bien sûr. Après, il y a chez l'homme. On travaille sur des chélates actuellement, notamment des équipes à Marseille, pour suivre en fait les oligonucléotides chez l'homme. On travaille chez l'animal avec des agents de fluorophore en fait pour essayer de suivre donc classiquement ces molécules-là. Mais ça reste une question importante. Après, il y a les techniques de MADI voilà, pour pouvoir faire cette biodistribution. Contrairement à ce que qu'on pourrait penser, c'est pas trivial, hein. C'est quand même pas trivial d'aller faire une biodistribution de ces molécules-là, hein. Et pour terminer, Philippe, j'ai une question vraiment pour la perspective sur ce sur quoi on doit travailler nous. Globalement, donc, les deux champs dans lesquels on a le plus de développement, c'est les oligonucléotides antisense et les siRNA. Euh, Les pour vaccins. Les vaccins. Entre ces deux techniques quand même assez différentes, lesquelles sont les plus prometteuses pour l'industrie pharmaceutique Est-ce qu'il y en a une qui va être privilégiée à votre avis dans le futur? C'est compagnie dépendant, en fait, hein. Là, c'est des stratégies qui, si vous discutez avec, alors je ne sais pas si je peux citer les sociétés, Oui, mais bien bon, sûr. on va dire la société A, elle va vous dire que les SIRN, ils ne travaillent plus que sur des SIRN parce que les antisens sont moins efficaces. Et puis d'autres vont vous dire que non, les antisens ben, n'ont pas les défauts des SIRN qui sont les activités. Alors, les SIRN sont
hyper efficaces à des doses en général qui sont même inférieures aux antisens, hein. Mm. Si on compare, c'est souvent le cas. Oui, parce Euh, qu'ils sont pas passés dans le noyau, donc j'imagine qu'il y a moins de dégradation. Pardon, je n'ai pas entendu le début. Ils n'ont pas à passer dans le noyau, du coup, j'imagine qu'on a besoin de plus de oligonucléotides antisense pour la même activité. Alors, en fonction du mécanisme, on n'a pas à passer dans le noyau pour les antisens. Donc, ça va être mécanisme dépendant, hein. Si vous travaillez sur de l'exon skipping, effectivement, là, il faut que il faut aller dans le noyau. Donc là effectivement, vous ne pouvez pas faire appel au SIRN. Donc, les assos, les antisens sont les seuls à pouvoir y aller. Voilà. Donc le mécanisme biologique va être quand même un comment dire, des éléments clés pour pouvoir faire le choix de la stratégie que vous allez avoir. Donc, je ne vois pas une utilisation de l'un exclusivement par rapport à l'autre dans les années à venir. C'est des complémentaires, en fait. Merci, Merci. c'est l'heure. Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête. En tout cas, un grand merci, Philippe. Moi, j'ai appris plein de trucs, hein. J'ai ouvert des perspectives. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, ça nous ouvre un champ complet pour la pharmacologie, hein, nous, derrière. Bon, après, il y a encore, on n'a pas trop parlé des vaccins parce qu'il y en a plein qui sont en cours de développement actuellement, hein. Je pense au VRS ou autres. On a de nouveaux vaccins qui sont attendus. Bon, il y a les vaccins anti-cancer aussi qui vont sortir dans le mélanome avec des traitements personnalisés. Bref, Tout à il y a fait. tout un champ qui se développe et on n'a pas fini de parler des ARN. Donc, c'était important de revenir sur cette base. Et je tiens au nom de la société à te remercier. Je ne sais pas si Jean-Luc et Vincent voulaient rajouter quelque chose. Philippe, au nom du collège, merci vraiment beaucoup. C'était exactement ce qu'on attendait. C'était extrêmement clair et je pense qu'on va tous partir avec des idées beaucoup plus précises et les futurs médicaments qu'on aura à surveiller, je pense qu'on va être beaucoup mieux armés. Merci à vous. Et c'était volontiers, en tout cas. J'ai apprécié les discussions. Voilà. Merci beaucoup. Et Merci puis, bien. j'espère que pas ton avion là. C'est l'heure Ouais. de partir. Merci à vous. Au Merci à tous. revoir. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir à tous.